À l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie cet après-midi afin de procéder à l'étude du volet immigration, francisation et intégration des crédits budgétaires du portefeuille immigration, francisation et intégration pour l'exercice financier 2026-2027. Une enveloppe de 3h30 a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. M. Bérubé Matane Matapédia est remplacé par M. Boissonneau Arthabasca. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez le processus. On procède par bloc. Je vais vous donner les temps tout de suite et c'est une discussion d'ordre général. Pour l'opposition officielle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 17 minutes 3 secondes. Pour le député indépendant, c'est un bloc de 17 minutes 30 secondes. Pour le deuxième groupe d'opposition, 17 minutes, pas 33 secondes, pardon. Puis pour le deuxième groupe d'opposition, 17 minutes 3 secondes. Il y a un autre député indépendant qui va être présent, c'est 4 minutes 35 secondes pour le gouvernement, un premier bloc de 15 minutes 27 secondes, puis un deuxième bloc, je vous indiquerai le temps. Alors, Monsieur le député de l'opposition, la parole est à vous. Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, bon après-midi, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour également à tous les collègues de votre cabinet et du ministère qui vous accompagnent pour cette session de crédit. Je salue également les collègues de la banquette gouvernementale et des oppositions. Voilà. Donc, commençons avec le PEC, programme de l'expérience québécoise. J'ai fait ce combat-là depuis des mois. J'ai dit à plusieurs reprises qu'on ne changeait pas les règles du jeu en troisième période. Imaginez ce qui arriverait si, pour le prochain match avec le Canadien, l'arbitre changeait les règles dans la troisième période. Moi, je pense qu'il y a des gens qui nous le feraient savoir. Mais là, ici, on parle de vrai monde, on parle de gens qui ont tout quitté, on parle de gens qui sont venus ici, plusieurs invités par le gouvernement du Québec. Donc, promesses brisées, anxiété, incertitude. Et ça, je peux vous le dire, Monsieur le ministre, parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de gens qui sont impactés par l'abolition du PEC. Incertitude économique également, parce que j'ai rencontré, là encore, des dizaines et des dizaines d'entreprises. Milieu municipal qui ne comprend pas. Université en perte de vitesse dans la course mondiale au talent. Et désastre pour la réputation du Québec à l'étranger, particulièrement en France. La question est bien simple. Pourquoi votre gouvernement a-t-il renié sa promesse envers ceux qui ont tout quitté pour contribuer à la société québécoise et à son développement? Merci, Madame la Présidente. Donc, très heureux d'intervenir aujourd'hui au crédit sur l'immigration, francisation et intégration. Salutations à vous, Monsieur le député, à mes collègues ministériels qui sont avec moi cet après-midi. Si vous permettez quelques secondes, vous présenter ma sous-ministre, donc Karine Dumont, qui est avec moi aujourd'hui, Caroline Clark, qui est avec nous, la gouvernance numérique, Stéphane Langto, qui est avec moi aujourd'hui, intégration réseau régional, Zoubida Abdelkader, qui est avec nous aussi, et francisation Québec, Frédérico Fonseca. Donc, Monsieur le député, s'il y a des questions des fois plus précises sur différents sujets, mais ça nous fera plaisir de donner la parole donc à l'équipe donc qui m'accompagne du MIFI. Il faut comprendre d'où on part. Quand on a décidé de mettre en place le programme de sélection des travailleurs qualifiés, Monsieur le député, on avait 3 projets pilotes. Il y avait le PRTQ, que vous connaissez, il y avait le PEC. Et une des conditions premières, si on le veut, on peut le dire ainsi, c'était d'amener donc une meilleure régionalisation donc vers le PSTQ. Du côté du PEC, il y avait une personne sur 4 ou à peu près qui était régionalisée. Du côté du PSTQ, c'est un pourcentage qui augmente presque aujourd'hui à 60 %. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était nécessairement d'avoir différents volets qui répondaient aux conditions économiques, si je peux le dire ainsi, au profil économique, au profil professionnel des différents acteurs pour être capable d'avoir donc un nouveau programme qui allait répondre à tous ces enjeux, donc, comme je vous l'ai mentionné. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé donc de mettre les projets pilotes de côté, le PRTQ de côté, le PEC de côté, et de créer le PSTQ qui a été créé par mon prédécesseur. Sauf que quand on
fait le tour du Québec, Madame la Présidente, et qu'on rencontre des entreprises, que ce soit dans Charlevoix, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, que ce soit dans Chaudière-Appalaches, Québec, la Montérégie, l'Estrie. Moi, j'ai parlé, M. le ministre, à des propriétaires d'entreprises dont les employés, là, ils étaient sur le point de déposer leur dossier dans le PEC. Là, je ne vais pas parler de Montréal, là, je parle des régions du Québec. Je parlais de Rimouski également. Et ça a un impact direct sur leur capacité pour leur entreprise. Alors, ma question, pourquoi vous l'avez aboli sans aucune mesure transitoire, alors qu'il y avait un nombre important de gens qui étaient ici, qui travaillaient, payaient des impôts et contribuaient au succès économique du Québec? Je serai plus court, Madame la Présidente, dans cette réponse. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à comprendre pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien d'où on est parti à la naissance du PSTQ, à la fin du PRTQ, à la fin du PEC, des 3 projets pilotes, une meilleure régionalisation, donc mieux encadré dans les différents volets de 1 à 4, l'aspect expérience professionnelle des différentes personnes donc, qui allaient appliquer sur ce programme. Je l'ai mentionné par la suite, quand la première ministre a été élue comme chef du gouvernement. Un des engagements qu'elle a dit, c'est qu'on allait rouvrir donc le PEC. On devait ouvrir le PEC pour une période de 2 ans. C'est l'engagement que la première ministre a prise. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines pour que les gens qui répondaient donc aux conditions du PEC puissent y appliquer. Alors, parlons maintenant des chiffres. Si j'ai bien compris, la première ministre, il y aurait 29 000 orphelins du PEC qui pourraient être rescapés en 2 ans. Par contre, d'autres ont avancé des chiffres de 50 000, d'autres ont avancé des chiffres de 125 000. Je réfère entre autres à un article de Tommy Chouinard publié le 1er avril. Le seuil d'immigration qui a été retenu par le gouvernement, c'est de 26 000 immigrants économiques par année. 25 000 travailleurs qualifiés déjà sélectionnés attendent la résidence permanente, soit presque la totalité du nombre que le gouvernement prévoit accepter en 2026. Et là, on est seulement en mai. Alors, comment vous allez y arriver? Bien, je veux pas... Vous comprendrez que je ne vais pas vous évoquer les tenants aboutissants de la réouverture du PEC dans les prochaines semaines, mais vous comprendrez qu'on travaille là-dessus. C'est un engagement premier que la première ministre a pris donc sur la réouverture du PEC. Alors, vous allez me donner encore un peu de temps, mais je l'ai mentionné publiquement que le PEC allait rouvrir avant. Bien, on allait l'annoncer avant la fin de la session le 12 juin prochain. Vous le savez très bien, là, vous avez vu le plan pluriannuel qui a été préparé par mon prédécesseur 2026-2029. Donc, on part à la base avec 45 000 immigrants permanents. Là-dessus, vous l'avez dit tantôt, là, 29 000 immigrants économiques qui sont donc, oui, cette portion économique. Il y a 10 500 de regroupement familial, puis plus ou moins 5 500, 5 700 qui sont les autres réfugiés. Donc, le but, c'est de répondre le plus possible à tous ces gens que j'ai appelés les oubliés pour leur dire que quand on va rouvrir, on va répondre donc à leur désir s'ils sont encore au Québec nécessairement, c'est répondre au Québec donc à ces conditions qui étaient le PEC diplôme ou le PEC travailleur. Oui, sauf que j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir accès comme parlementaire à l'analyse. Elle m'a été refusée. On dit, entre autres, que ça pourrait nuire à la conduite des relations avec le gouvernement fédéral. Pourtant, le PEC, c'est un programme qui est québécois. Qui plus est, l'ancien ministre de l'Immigration aurait, lui, partagé des données avec des collègues, entre autres le député de Lévis. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Bon, c'est une réponse fort simple. C'est des données... je vous dirais que c'est extrêmement difficile présentement de définir précisément combien de personnes pourraient se qualifier ou répondre donc aux conditions que vous connaissez très bien, là, 2 ans d'expérience comme sur le PEC travailleur dans les 36 derniers mois, avoir un PEC diplôme. Donc, c'est extrêmement compliqué de vous partager donc un chiffre précis sur ce sujet.
Une des conditions qu'on a demandé dans les PTET, donc les permis fermés, dans le PSTQ, les permis fermés, renouvellement sur 12 mois, donc des permis fermés. On souhaite aussi du côté des permis ouverts que ce soit applicable pour cette partie de l'immigration. Donc, il est certain qu'on souhaiterait à la base aussi que c'est à la réouverture du PEC, mais qu'on puisse appliquer les mêmes conditions. Lors de la mission récente de la première ministre en France, Madame la première ministre a été interpellée, entre autres, par des députés de l'Assemblée nationale française. Et là encore, le chiffre de 29 000 a été évoqué. Est-ce que vous savez, Monsieur le ministre, combien de personnes venant, entre autres, forcément toutes de l'étranger, mais particulièrement de la France, vont être larguées avec l'abolition du PEC? Bien, ce n'est pas une question d'être largué. Le défi que j'ai, que la première ministre m'a demandé, c'est de répondre précisément, donc, à ouvrir le PEC, oui, et de répondre à ceux qui répondaient aux conditions PEC diplôme, PEC travailleur, mais dans le respect des cibles. Vous le savez très bien, comme député, vous avez, j'imagine, participé aux consultations, aux discussions avec mon prédécesseur. Donc, on part avec la base de la prémisse qu'il y a 45 000. Le plan pluriannuel sur 3 ans est de 45 000 immigrants. Là-dessus, il y en a 29 000 qui sont de la partie économique. Donc, moi, j'ai travaillé avec ce chiffre pour être capable de répondre à la cible que les parlementaires, le gouvernement et la société civile a discuté donc avec le ministre à ce moment. Donc, mon défi pour moi, c'est de travailler donc avec ce chiffre comme tel, puis de répondre le plus possible donc à ces cibles dans les 2 prochaines années. Pourtant, quand on a mené les consultations pour la planification en immigration, on a entendu un très grand nombre d'experts, dont le professeur Rousseau de l'Université de Sherbrooke. Et évidemment, on est tous d'accord pour qu'il y ait un contrôle de l'immigration. C'est fondamental. Mais le professeur Rousseau nous disait, écoutez, faites attention à nos relations avec la France. Nous avons des relations privilégiées avec la France, surtout. N'allez pas impacter les relations que nous avons avec la France. Or, malheureusement, à ce sujet, Monsieur le ministre, votre gouvernement a échoué. Non seulement nos relations sont impactées, mais vous n'avez qu'à regarder rapidement sur les réseaux sociaux pour lire une multitude de messages de Français qui disent « N'allez plus au Québec. Le Québec n'est plus attractif. N'y allez pas. » Et ça a un impact sur notre économie. Moi, je peux vous dire que dans ma circonscription, j'ai perdu des travailleurs français. Ils sont partis déjà. Est-ce que c'était le but, avec vos seuils, de forcer des gens à partir? Quelle crédibilité reste-t-il au gouvernement en matière d'immigration? Et particulièrement, comment allez-vous rétablir les ponts que nous avions avec la France? Bien, je ne crois pas que... Je respecte votre commentaire. Je ne crois pas que les relations puissent être perdues ou très tendues. Je comprends que nos amis français qui souhaitaient répondre ou appliquer sur le PEC ont été déçus. Il y a d'autres aussi, nouveaux arrivants qui ont eu ce même réflexe. C'est pour ça que je les ai appelés les oubliés. Donc, dans ces circonstances, comme je vous l'ai mentionné, dans le plan pluriannuel, on a un défi. On a une cible de 45 000 immigrants reçus dans les trois prochaines années. On a pour la première fois aussi une cible qui est définie en termes de travailleurs étrangers temporaires, qui va être de 65 000 d'ici 2029. Les étudiants étrangers qui vont être de 110 000 aussi. Donc, on a ce défi comme société, donc à répondre à ces demandes des nouveaux arrivants qui viennent participer à la vitalité économique du Québec, qu'on applaudit quand ils décident de choisir le Québec, que ce soit des étudiants ou que ce soit des travailleurs. Je sais que vous allez avoir des questions, j'imagine, que nos entreprises en ont bien besoin. On comprend cette situation. Je ne parlerai pas tout de suite du déséquilibre qu'il y a eu entre des arrivées massives du fédéral pendant un certain nombre d'années, mais il reste quand même qu'on en a subi, dans une certaine mesure, les conséquences.
Sauf qu'avec respect, M. le ministre, l'ambassadeur de France au Canada a quand même fait une sortie, ce qui est rare, pour dénoncer la façon dont le gouvernement du Québec traitait des ressortissants français notamment, et puis pour dire que le Québec n'était plus attractif. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a aussi des membres du gouvernement qui sont allés en France, pas uniquement la première ministre, quel est le plan que vous avez pour rebâtir nos relations avec la France? Juste pour votre gouverne, je vous ai mentionné le défi, pas le défi, mais le programme, le PSTQ qui a été mis en place par mon collègue qui remplaçait tous les autres programmes qui étaient en place pendant les 10, 12, 15 dernières années. Les Français, pour le PSTQ, en termes d'invitation, dans le premier groupe, au mois de janvier dernier, c'est 1460. Donc, je pense que on peut dire que ça répond bien à nos amis, nos voisins français. J'ose croire aussi, lors de la réouverture du PEC aussi, que ça va répondre précisément à ceux-ci qui souhaitaient donc avoir cette entrée vers le Canada, vers le Québec, avec le PEC diplôme ou le PEC travailleur. Donc, le travail se fait. Les relations, comme je l'ai mentionné, là, je peux comprendre que certaines personnes ont pu être déçues, mais au-delà de tout ça, on répond avec le PSTQ, comme je l'ai mentionné, déjà en janvier dernier, avec la partie importante de Français qui ont été invités. Et le défi et le travail continuent pour les prochains mois. Si je vous ai bien compris, M. le ministre, vous avez parlé d'invitations qui ont été envoyées, c'est bien ça? Combien ont été acceptées? Parce que ça, des invitations, là, votre prédécesseur en a parlé, il en a lancé des milliers. Puis quand j'ai posé une question en chambre, ça remonte à quelques semaines, il y avait 5 personnes qui avaient été acceptées. Donc, si on peut lancer un paquet d'invitations, mais s'il n'y a pas de résultat au bout du compte, je ne vois pas en quoi c'est utile pour le développement économique du Québec. Bien là, les gens acceptent l'invitation. Ils ont 30 jours pour y répondre. Ils ont 60 jours par la suite pour préparer leur dossier. Là, j'imagine que la sous-question qui vient avec ça, c'est le CSQ. Les CSQ? On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. Mais oui, le défi comme je l'ai mentionné, donc en termes d'invitation, moi, je vais faire tout de suite le petit bémol vers le CSQ, dans le sens où la fin des trois projets pilotes et du PRTQ et du PEC au 31 janvier 2026 ont amené à peu près, non, un petit peu plus tard, au 31 mars, ont amené à peu près 4800 CSQ qui ont été délivrés là, sur l'ensemble des programmes qui étaient encore en place jusqu'à temps que le PSQ prenne son élan complet. Donc, dans ces conditions, on a un air d'aller à avoir du côté du PSTQ pour être capable de répondre plus rapidement dans les prochaines semaines à la transition, je vais le dire ainsi, la transition entre la fermeture du PEC, du PRTQ, des 3 projets pilotes. Très bien. Merci, Mme la Présidente. Il vous restait 28 secondes. Ça va? Parfait. Alors, on poursuit avec le député d'Arthabasca, 17 minutes, 3 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Salut. Bonjour aux équipes. Bonjour aux collègues. Ça me fait plaisir d'être là pour pouvoir discuter d'immigration avec vous. Je voulais continuer un peu sur le PEC. Je sais que la première ministre avait dit qu'elle voulait donner une clause de droit acquis, compte tenu de tout ce qui avait été discuté, puis elle avait dit qu'elle avait dit que pour ce faire, on allait relancer le programme pour 2 ans. Je veux juste être bien clair, Monsieur le ministre, vous considérez qu'on relance bel et bien le programme pour 2 ans. C'est vraiment ça. Même si on avait une estimation de votre ministère qu'il y aurait potentiellement 126 000 personnes qui pourraient passer par le PEC, et que là, vous avez fait l'annonce que cette clause de droit acquis avec la rouverture du PEC toucherait 29 000 personnes sur 2 ans. Vous considérez que ça, c'est rouvrir le PEC? Il faut juste faire attention. Comme je l'ai mentionné, je ne sais pas si vous étiez arrivé, là, dans mon préambule, j'ai expliqué que la cible, comme mesurer la cible là, dans le plan pluriannuel sur 45 000, il y en a 29 000 immigrants économiques. Dans ce 29 000, mais nécessairement avec la fin du PEC en 2025, le 19 novembre 2025, la fin du PRTQ des 3 projets pilotes, mais on allait se concentrer sur le PSTQ pour les années. Mais il y a déjà, excusez l'anglicisme, il y a déjà un backlog de travailleurs qui vont obtenir leur CSQ. Donc, moi, j'ai travaillé avec ce 29 000 pour les 2 prochaines années, dont 29 cette année, 29 l'an prochain, 29 en 2029. C'est la cible qu'on s'est nécessairement donnée. Et lors de la réouverture du PEC qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, on va travailler avec cette cible.
puis on va nécessairement travailler avec le PEC et le PSTQ. Les deux seront en marche en même temps. Juste parce que, bon, il y a des élections qui s'en viennent, vous savez, il y a toutes sortes de choses dont on va discuter sur la place publique dans les prochaines semaines. Quand aura-t-on les détails de ce plan-là que vous allez mettre en place pour la réouverture du PEC? Très hâte de vous annoncer cela. J'ai dit aux gens, j'ai dit publiquement que ce serait dévoilé avant le 12 juin. Très bien. Donc, ce que je veux, pour les gens qui nous écoutent cet après-midi, là, c'est qu'on ne va pas vous oublier. J'ai dit publiquement qu'on allait réouvrir le PEC. On travaille avec les équipes depuis que la chef a été nommée première ministre du Québec. C'est l'engagement qu'elle a pris. Donc, je m'engage à le faire avant le 12 juin, puis d'exposer aux nouveaux arrivants, donc, qui voudront en profiter, qui pourront répondre et qui vont répondre donc aux différentes conditions d'y adhérer. Parce que pour les fins de l'exercice, M. le ministre, quand même, c'est sûr qu'on se questionne sur les chiffres qu'on a entendus et dont on a discuté quand même, sur ce 126 000 personnes à peu près dont avait parlé le ministère, les 29 000, ce qui nous fait 14 500 personnes par année, si on l'ouvre pendant 2 ans, là, c'est seulement de l'arithmétique. Or, en 2025, quand on a suspendu le programme du PEC, c'était en juin, on l'a fait, on avait déjà sorti les étudiants, le volet étudiant du PEC, qui avait déjà, lui, été suspendu l'année précédente, c'était l'automne précédent, en 2024. Et pour ce qui est des travailleurs, on l'a suspendu en juin 2025 parce que le programme était tellement populaire qu'on était rendu à presque 20 000 personnes. Et là, vous nous dites qu'on va rouvrir le programme, en tout cas dans les intentions, on va rouvrir le programme, l'offrir à 14 500 personnes par année. On est en deçà de ce que le PEC avait attiré comme candidature à la moitié de l'année 2025. Voyez-vous ce que je veux dire? Si c'est du premier arrivé, premier servi, ce sera difficile, là. Il va y avoir des gens qui vont devoir rentrer chez eux puis qui vont quand même sentir qu'on a créé d'autres attentes. Donc moi, la question que je pose essentiellement, c'est avez-vous pas la crainte de créer de nouvelles attentes pour des gens qui pourraient ou qui espéraient postuler au programme de l'expérience québécoise? Bien, Monsieur le député, je veux faire attention là, parce que c'est pas une question de vous corriger. Moi, je vais devoir travailler avec 29 000. Mais il y a une chose qui est certaine, vous êtes intelligente. Je devrais travailler avec le PEQ, le PEQ aussi, parce que vous êtes là avec moi, le PEQ et le PSTQ. Donc, dans ces conditions, on ramène un programme qui existait depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui que ce sera 14 500 ou 15 000. Alors, laissez-moi le temps de peaufiner et de terminer le travail qu'on est en train de préparer. Ce que je peux vous assurer, c'est que le PEC va rouvrir. Et là, on va devoir travailler et partager donc ces admissions et ce respect de cible de 29 000 en ayant donc deux programmes qui seront combinés, un peu comme le PRTQ le faisait avec le PEC. Le PEC, pendant les 5, 6, 10 dernières années, hormis les 3 projets pilotes qui avaient été mis en place. Compte tenu des chiffres qu'on a, M. le ministre, est-ce qu'on a un seuil de 45 000 qui est établi pour le plan pluriannuel? À l'intérieur de ça, on pense à l'immigration, le volet économique de l'immigration. On pense aussi aux réfugiés, puis on pense à la réunification familiale. Est-ce que vous êtes prêt à diminuer d'autant pour que les 2 programmes puissent cohabiter l'espace qui est accordé au volet réfugiés puis au volet réunification familiale? Parce qu'il y a quand même des listes d'attente là aussi. Et des attentes. Ouais. C'est certain que dans la planification pluriannuelle, on a le défi. J'ai donné les chiffres tantôt pour le regroupement familial. Dans les dernières années, ça a varié entre 10 000, je fais un chiffron, là, entre 10 000 et 12 000 dans le regroupement familial les dernières années, puis on est à peu près dans ces eaux pour ce qui est de la planification pluriannuelle d'ici 2029, là, à 10 500 et quelques centaines de moins ou de plus, puis 5 500, 5 700 pour les autres réfugiés. Donc, je suis conscient là, qu'à 10 500 dans le regroupement familial versus ce qu'on a dans la liste d'attente au fédéral, qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Donc, on a à jauger puis à trouver cet équilibre entre le regroupement familial, notre capacité, les autres réfugiés et nécessairement l'aspect économique, les immigrants économiques qui sont immensément importants pour la vitalité économique des différentes régions, de Montréal à la base, qui est notre métropole, puis des différentes régions du Québec. Donc, c'est un exercice qui est pas simple, mais que j'entends respecter en termes de travail que vous avez fait,
les parlementaires avec mon collègue là, lors des discussions et lors de la préparation de la planification. Est-ce que vous nous annoncez donc qu'il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes qui pourront devenir résidents permanents de par un statut de réfugié ou pour la réunification familiale, que ce nombre-là sera réduit nécessairement pour faire plus de place au volet économique? Non. Je me suis peut-être mal expliqué, là. Je veux juste m'assurer que vous ayez bien compris. Donc, l'exercice comme tel, dans la planification pluriannuelle, 45 000 qui est la cible, 29 000 immigrants économiques, 10 500 regroupements familial, 5 500, 5 700 côté autres réfugiés. Donc, j'ai pas l'intention de toucher, on n'a pas l'intention de toucher au regroupement familial ou autres réfugiés au détriment de la réouverture du PEC et de la combinaison des deux programmes avec le PSTQ et le PEC. Donc, on va respecter ces trois cibles avec l'ambition de répondre aux oubliés et nécessairement de respecter ceux qui se disent, bien, nous aussi, on attend dans les autres groupes que j'ai mentionnés. Est-ce que vous étiez en faveur, vous, de la fermeture du PEC en juin 2025? C'est des discussions qui sont confidentielles au Conseil des ministres, monsieur le député. Un gars s'essaie. Peut-être le côté journaliste, je ne sais pas. J'aurais posé la même question, je pense. Là, vous avez dit vous allez devoir naviguer entre le PSTQ puis le PEC. Comment vous comptez faire ça? Parce qu'il y a des gens... Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se questionner à savoir, traitement des dossiers, est-ce que vous allez prioriser les dossiers du PEC par rapport au PSTQ? Est-ce que vous allez... Quelle garantie vous donnez, par exemple, aux personnes qui appliquent au PSTQ qui ne seront pas défavorisées par rapport au PEC? Parce qu'eux aussi, là, j'imagine, se questionnent et ont des attentes par rapport à ce qui s'en vient. C'est une bonne question. J'ai le goût de vous répondre, mais je ne peux pas vous répondre. Si j'ai le goût de vous répondre, vous expliquer un petit peu. Ce que j'ai dit tantôt à votre collègue de l'Acadie, c'est j'aurai à jauger et à travailler. On aura à travailler entre les deux programmes, comme on le fait avant entre le PRTQ et le PEC pendant de nombreuses années. Donc, la combinaison des deux est importante. Comme je l'ai mentionné, la première ministre l'a dit, nous, on va rouvrir le PEC pour répondre à ceux qui répondaient aux conditions. Donc, on va le faire, puis j'aurai à travailler, puis on va définir nécessairement, avec le 29 000, le respect des cibles. C'est le défi que je me donne, qu'on se donne pour être capable d'en arriver à ne pas perdre le contrôle, si je peux le dire ainsi. Je voulais juste être clarifié aussi tout à l'heure avec mon collègue, le député de l'Acadie. Vous avez dit que les gens qui pourront appliquer au PEC sont les gens qui se trouvent sur le territoire. Ah, mais ceux qui répondaient aux conditions, là, c'est dans l'ensemble. Là. Ceux qui répondaient aux conditions PEC travailleurs, PEC diplômés. Donc, on va spécifier en bonne et due forme les conditions de ceux qui pourront mais donc, appliquer au PEC. On comprend donc que ça pourrait être aussi des gens qui ont quitté le pays, par exemple, parce que leur permis de travail n'a pas été renouvelé. Ça va être à définir. Avec les équipes. Et nécessairement, on pourra vous dévoiler tout ça en temps et lieu. On a hâte au 12 juin, M. le ministre. Ça s'en vient. Écoutez, coût en santé. Vous croyez qu'il existe une telle chose que la capacité d'accueil? Bien, la question elle a été maintes et maintes fois discutée, dévoilée. La capacité d'accueil, nécessairement, on l'a défini par que ce soit par les services de garde, par les cours, les écoles, les demandeurs d'asile avec qui on prend soin. Donc, le défi qu'on s'est donné dans les dernières années, c'est de réduire dans certaine mesure les résidents non permanents, les temporaires, comme on appelle, les demandeurs d'asile et les PMI, le plan de mobilité internationale du fédéral. Donc, c'est ce défi qu'on se donne pour être capable d'en arriver, encore une fois, à des quotas, pas des quotas, c'est pas le bon mot, là, mais à un nombre mix, donc de temporaires sur le territoire qui vont abaisser dans une certaine mesure la pression sur les services publics. Pendant les crédits provisoires, votre prédécesseur nous avait dit que le Québec a reçu environ 36 000 demandeurs d'asile en 2025. Ça représente 34 du total des demandeurs arrivés au Canada, ce qui est plus que notre poids démographique dans la Fédération canadienne. Est-ce que vous avez fait des représentations à ce sujet à votre homologue canadien? Oui. Bien, le chiffre de 2024 était à 57 000 demandeurs d'asile. 2025, on est à 39 000 et des poussières. Et au 31 janvier, on était à 1995 demandeurs d'asile. Donc, on est sur une pente descendante. Le fédéral a compris
que la pression était immense sur le Québec. Le pourcentage de demandeurs d'asile dans les 3 dernières années frôlait, même monté presque 40 %. Et je vous dirais qu'avec juste le mois de janvier, on va être à peu près à 24-25 %, à 30 % ou à peu près. Donc, il y a une baisse et nécessairement ce que mon prédécesseur et moi-même avons demandé lors de discussions avec autant Joël Lightbound que Mme Diab, c'est de continuer le travail, de baisser la pression sur le Québec en termes de demandeurs d'asile, en termes de travailleurs étrangers temporaires et nécessairement d'avoir aussi un nombre de permis d'étudiants étrangers sur le territoire. Voilà. Vous comprenez, M. le ministre, qu'il y a une urgence, parce qu'il y a un effet cumulatif à tout ça aussi. Là, à un moment donné, on recevait pratiquement 50 % des demandeurs d'asile au Canada. Ça a baissé, mais on est encore au-delà de notre poids démographique avec l'impact que ça peut avoir sur les services qui sont offerts, dont la capacité d'accueil dont on parlait. Par exemple, pour les transferts des montants, je sais que votre gouvernement a demandé un transfert aussi de montants en conséquence au gouvernement fédéral. On disait que l'aide sociale aux demandeurs d'asile avait coûté 1,650 milliard aux Québécois depuis 2020. Ça, je vous cite Québécois là, pour ces chiffres-là. Est-ce que les transferts, où en est-on là, par rapport aux transferts d'argent pour pouvoir au moins assurer que le Québec puisse assumer la partie supérieure là, de ce qu'on reçoit comme demandeur d'asile en fonction de notre poids démographique? Ouais, les sommes pour 21, 22, 23 ont été assumées par le fédéral. Les sommes pour 2024, on a eu une avance de 43 millions de dollars. Il reste un solde de 690 millions de dollars pour assumer donc notre partie de dépenses pour 2024. Alors voilà, c'est des discussions qui sont correctes avec le fédéral. Il n'y a pas d'animosité avec eux. Donc eux comprennent très bien. Mais au-delà de tout ça, il reste que, comme je l'ai répété tantôt, vous le mesurez très, très bien, vous aussi, là, il y a une tendance quand même importante à la baisse parce qu'on a subi des pics assez majeurs pendant post-pandémie. Parce qu'on partait de loin, essentiellement aussi, là, compte tenu du nombre de personnes qui arrivaient. En novembre dernier, même, votre prédécesseur avait menacé de réduire l'aide sociale aux demandeurs d'asile si le fédéral n'en faisait pas davantage pour réduire le nombre dans la province. Pour qu'ils puissent se diriger vers d'autres provinces. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée-là, vous? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que ça fait partie des discussions? On n'en est pas là. Donc, pour arriver aux 23 % dans notre poids démographique, 22 % parce que là, on dépend toujours du fédéral. Hein? On a notre opinion là-dessus. Nous, on pense qu'on devrait décider nous-mêmes. Vous n'êtes pas tout à fait rendu là. Qu'est-ce qui est possible de faire dans votre optique pour s'assurer que cette capacité-là soit respectée pour le Québec? Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est là-dedans. Je me fais insistant, mais ça a des coûts quand même pour la population québécoise. Si le fédéral ne comprend pas cette urgence-là, j'imagine que vous la rappelez. Donc, c'est quoi votre plan pour vous assurer de diminuer le nombre ou s'assurer que le nombre soit en fonction de notre poids démographique? Bien, sincèrement, peut-être que ça a été plus compliqué dans les dernières années. Mais je vous dirais que présentement, les discussions que je peux avoir, qu'on a eues dans la dernière année ou les 2 dernières années, autant avec le nouveau gouvernement, le premier ministre, que Mme Diab ou M. Lightbound, ça va bien, sincèrement. Puis eux mesurent et comprennent très, très bien. On a fait beaucoup de pression. Le premier ministre Legault l'a fait. Le premier ministre Fréchette, le premier ministre le fait aussi. Mon collègue le fait. Et il y a pas juste un défi, là, il y a une compréhension sur la capacité du Québec à répondre. Donc, on est une belle terre d'accueil. Tout le monde en est conscient. Au Prorata, on est une terre importante dans le monde. Puis là-dessus, on va continuer de l'être. Mais il reste que la pression a été forte pendant les années 21, 22, 23. Et là, je peux vous confirmer qu'il y a une tendance vraiment à la baisse, là, autant du côté des PMI, autant du côté des demandeurs d'asile et une légère baisse aussi du côté des permis d'étudiants étrangers. Je vous donne un exemple. On a fait une demande d'accès à l'information pour obtenir des données concernant les visites des non-résidents dans les hôpitaux, dans les établissements de santé. Donc, non-résidents qui n'ont pas de carte d'assurance maladie et qui se font soigner dans le réseau. Et là, on parle des mauvaises créances. En 2021-2022, on était à 38 millions de mauvaises créances pour les non-résidents, donc qui se présentaient à l'hôpital, recevaient des soins et qui quittaient. En 2023-2024, on est passé à 81 millions, donc une augmentation de 115 % des coûts pour l'État. Est-ce que vous étiez au courant de ça?
Je n'ai pas pris connaissance spécifiquement de ces sommes. Je suis au courant qu'il peut y avoir. C'est des discussions que les oppositions ont déjà soulevées, que même je pense qu'on a déjà soulevé à l'époque où j'étais dans l'opposition. Donc, dans ces conditions, on est conscient qu'il peut y avoir des soldes. Le défi, on parle quand même de gens là, qui sont démunis, qui arrivent au Québec, qui ont peut-être besoin d'être soignés. Donc, dans ces conditions, je pense que le Québec reçoit et leur donne tous les services. Maintenant, à chaque ministère de s'assurer d'aller chercher les sommes le plus possible des personnes qui pourraient ne pas avoir accès à la carte d'assurance comme on la connaît. Pour cette situation-là particulièrement? Merci beaucoup. C'est ce qui termine ce premier bloc. On retourne au député d'Acadie pour un autre bloc de 17 minutes 3 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, quand vous avez répondu aux questions du collègue d'Arthabasca, donc le PSTQ va rester ouvert. Vous allez continuer de traiter des dossiers. Puis là, vous voulez réouvrir le PEC. La première ministre, pendant son voyage en France, et on en fait mention dans l'article de M. Chouinard de la presse, elle soulignait que ce serait probablement moitié-moitié, à peu près 50-50. Avez-vous une idée du nombre de dossiers qui sont en attente ou qui pourraient se qualifier pour le PEC? Parce que si vous ne le savez pas, comment vous allez faire, puis comment vous allez respecter votre cible, puis quels sont les dossiers en attente, les arrérages que vous allez créer, et est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont repartir à un moment donné? C'est une bonne question. Encore une fois, je vais faire attention, là. Oui, on a ce défi de 29 000. Oui, on a ce défi de jauger et travailler avec les deux programmes PSTQ et PEC. Précisément, comment on va travailler avec les deux, c'est à expliquer aux Québécois, aux gens qui pourront répondre aux conditions comme telles dans les prochaines semaines. Donc, je veux répondre le plus possible aux oubliés, nécessairement, et de travailler, et pas le choix, de travailler avec la cible que nous avons. Donc, est-ce que ce sera 50-50? Ça va être à expliquer aux Québécois lors de l'annonce. Parce que juste pour le PEC, là, quand je vous parlais que je suis allé sur le terrain, je vous donne un exemple concret. À Baie-Saint-Paul, on me disait que dans l'hôpital, il y a environ entre 60 et 80 employés qui étaient prêts à déposer leur dossier pour le PEC, puis éventuellement être qualifiés. Ils parlaient très bien français. Ils ont une maison à Baie-Saint-Paul, ils travaillent. Si ces gens-là ne restent pas, là, il y a des départements à l'hôpital qui vont fermer. Alors, quand j'ai rencontré les gens là-bas, ils sont inquiets. Quand vous allez réouvrir le PEC, allez-vous privilégier les gens qui sont déjà ici, qui ont un travail, qui sont déjà à l'emploi? Comment vous allez faire? Et qu'allez-vous répondre au maire de Québec qui disait récemment, si l'annonce est pour priver des gens qui sont déjà ici, je vais être le premier à me soulever et à dire que c'est incomplet. Il ne sera sûrement pas le seul à se soulever, M. Marchand. Comment vous allez faire? Bien, comme je l'ai mentionné, il y a deux programmes qui ont cohabité là, pendant un certain nombre d'années avec le PRTQ puis le PEC. On va faire la même chose avec le PSTQ et le PEC. Puis grosso modo, on sait que les profils PEC, les personnes PEC ont un profil PSTQ. Il ne faut pas oublier là, que ces gens vont pouvoir, s'ils le souhaitent, continuer donc de déposer leur déclaration d'intérêt pour ce qui est du PSTQ. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est extrêmement compliqué présentement de définir le nombre de personnes qui pourraient appliquer. Je pourrais vous évoquer les chiffres PEC dans les dernières années. Vous pourriez dire, bon, ben, ça pourrait ressembler peut-être à ça versus le PRTQ. Mais il reste que, bon, on a des cibles plus ou moins similaires ou à peu près, même pas 10 près entre les cibles du plan pluriannuel précédent que celui-ci. Mais au-delà de tout ça, comme je vous l'ai mentionné, pour moi, mon défi, c'est de répondre à ces gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis de leur dire qu'on ne les a pas oubliés et que je vais annoncer tout cela avant le 12, mais qu'on va travailler avec les deux programmes en parallèle, donc dès qu'on va réouvrir le PEC là, rapidement. Pour le programme PSTQ, est-ce que l'âge est un facteur qui peut défavoriser des candidats? Non, c'est une bonne question, là, mais non, les volets, je pense que vous les connaissez déjà, les différents fers, là, autant du volet 1, du volet 2, du volet 3 que... Bien,
au final, c'est sûr que s'il y a une personne, je ne sais pas moi, qui décide, qui est en fin de carrière à la retraite, puis qui décide de retourner sur le marché du travail à 78 ans ou 75 ans, c'est correct. C'est correct. Est-ce que dans la conception des notes à la fin, je crois qu'il y a une petite différence, il y a un pointage qui peut être différent selon l'âge de la personne. Puis c'est pas parce que je dis ça que j'invite pas les gens à le faire, parce qu'on a besoin de tout le monde sur le marché du travail, peu importe s'ils sont à la retraite ou ils décident donc de revenir et de profiter du programme comme tel. Donc oui, il peut y avoir une qualification différente en termes de pointage pour ces personnes. Alors, je suis heureux que vous ayez apporté cette nuance, Monsieur le ministre, parce qu'effectivement, les gens que moi je rencontre sur le terrain, là, ils essayent au PSTQ parce que là, le PEC est fermé. Puis là, on parle de citoyens français qui vivent ici, qui parlent français, qui sont intégrés, leurs enfants vont à l'école, ils sont heureux. On parle entre autres de soudeurs, de manœuvres. Puis là, ils ne sont pas capables d'appliquer au PSTQ à cause de leur âge. Fait que dans votre planification, pensez-y parce que ces gens-là vivent des drames. Puis quand on les rencontre... Vous parlez... Excusez, Mme la Présidente. Non, je vous en prie. Vous parlez de gens qui ont quel âge? Parce que ça m'intéresse. Là, ils ont 45, 50 ans. Là, ils ne sont pas en retraite. Ils n'ont pas 70 ans, ils n'ont pas 75 ans, M. le ministre, ces gens-là. On parle des gens qui ont 40, 45 ans, 50 ans, puis qui travaillent ici, puis qui sont intégrés. Et ils sont excessivement inquiets. Parce qu'en plus, ces gens-là ont tout laissé chez eux. Ils n'ont plus rien, là. Ils n'ont plus rien en France. Puis ils voudraient travailler. Puis leur employeur voudrait les garder aussi. Mais là, avec le PSTQ, ça ne fonctionne pas. Alors, quand vous allez réfléchir au PEC et à sa réouverture, je vous demanderai de penser à ces gens-là également. Maintenant, si vous voulez, on va parler un peu de la réunification familiale, parce que c'est aussi un dossier qui m'importe beaucoup. Combien vous avez de personnes en attente dans cette catégorie-là au Québec présentement? Qui sont au fédéral? Pardon? Dans la réunification familiale. Bien, l'objectif, la cible, comme vous le savez, là, dans le plan pluriannuel, est 10 500. On en a encore 42 000 qui sont à Ottawa. C'est ça, exact. 10 400, là, entre 10 200 et 10 100 pour 2026. Oui. Il y en a combien qui ont un CSQ là-dedans? Je peux vous donner ça si vous me donnez quelques petites secondes. Oui, bien, j'ai d'autres questions. Vos collègues pourront regarder. La réunification familiale, vous le savez, là, c'est des gens qui sont ici, qui attendent un conjoint, une conjointe. Les gens qui sont ici, bien évidemment, ils ont une maison, ils travaillent. Ces gens-là vont être prêts à venir ici travailler. La première ministre annonçait qu'un des objectifs qu'elle voulait atteindre, c'était de traiter l'immigration de façon plus humaine. S'il y a un secteur de l'immigration où on peut parler véritablement de questions humanitaires, c'est bien la réunification familiale. Quel est votre plan pour permettre à ces gens-là d'être réunis? La question est bonne, Monsieur le député. Je sais que dans les dernières années, ça n'a pas commencé avec moi, là, autant mes prédécesseurs que ceux qui étaient au Parti libéral à l'époque, en 2014-2018, les cibles de réunification, de regroupement familial ont pas mal toujours été les mêmes ou à peu près, à quelques centaines ou 1000 près. De mémoire, là, on est à 10 500 dans la planification. Ça a peut-être monté à 12 500, 13 000 de mémoire là, dans les années antérieures. Donc, on a nécessairement un défi pour ces gens. On sait que du côté d'Ottawa, bien, nécessairement, il y a une liste de gens qui attendent, nécessairement. Puis dans ces conditions, bien, on a décidé, avec les discussions puis la planification qui a été préparée par la société civile, les partenaires, les députés, défini que la cible de 45 000 qui incluait 10 500 de regroupement familial allait être celle avec laquelle on allait travailler dans les trois prochaines années. Donc, je sais que ça peut décevoir ceux qui attendent leur résidence une fois pour toutes, mais c'est la cible qu'on a décidé d'avoir pour être capable de répondre à notre besoin du Québec et nécessairement au désir des nouveaux arrivants d'arriver au Québec et de résider au Québec. Monsieur le ministre, en mai, l'Association du barreau canadien vous écrivait. Est-ce que vous avez pris connaissance de leur lettre? Excusez-moi. Oui, je disais que le 13 mai 2026, donc il y a quelques jours,
l'Association du barreau canadien, Division Québec, vous écrivait relativement à la question de l'humanité et du regroupement familial. Est-ce que vous avez pris connaissance de leur lettre? Oui, je suis conscient qu'il y a une très grande sensibilité pour la société civile en général. Mais comme je l'ai mentionné, je ne veux pas paraître insensible, mais c'est les chiffres avec lesquels mon prédécesseur et toute la société civile et les parlementaires ont travaillé. On est conscient que c'est peut-être long, très long même pour certains, mais la cible qu'on s'est donnée, c'est une cible qu'on va respecter à quelques centaines près nécessairement, mais on n'ira pas plus haut que ça pour d'ici 2029 avec la planification pluriannuelle qu'on a définie. Donc juste pour votre question, je peux vous répondre. Oui, bien sûr. Avec les 42 000 que je vous disais tantôt dans l'inventaire, il y en a 24 300 avec un CSQ. 23 000? 24 300. 24 300. Ouais. Est-ce que vous allez réouvrir le traitement des dossiers pour le regroupement familial en juin de cette année? C'est une bonne question. C'est ce à quoi on travaille présentement. Et donc, vous ne pouvez pas vous engager devant la commission à dire si vous avez, pas le nombre, si vous allez le réouvrir ou pas. On regarde la situation, M. le député. D'accord. L'Association du barreau canadien disait que l'imposition d'un quota en matière de regroupement familial soulève des enjeux majeurs d'ordre humain, social, juridique et qu'il devrait idéalement être retiré. Ils adoptent ici une approche pragmatique et constructive, je les cite. On nous souligne aussi que plusieurs Québécois et Québécoises, à cause des quotas, ont des délais de 4 ans avant de pouvoir être réunis avec un proche. Et là, ici, on parle de regroupement familial. Donc, ma compréhension, c'est des gens qui rencontrent d'autres personnes à l'étranger, qui tombent en amour, qui veulent vivre ici, continuer leur vie. Vous ne trouvez pas ça un peu difficile d'attendre 4 ans pour que votre conjoint puisse rejoindre son unité familiale ou son conjoint au Québec, alors qu'en général, dans les autres provinces du Canada, c'est à peu près 13 à 15 mois? Je veux bien peser mes mots, Monsieur le député. Je suis extrêmement sensible à ces cas déchirants de gens qui attendent. Malheureusement, on a décidé comme société de faire des choix en termes d'accueil, en termes de personnes, de nombre de gens, donc on peut accueillir, qu'on souhaite accueillir et de régulariser à une date X. C'est ces choix que nous avons faits. Puis vous savez, je ne me tente pas de revenir antérieurement sur votre gouvernement et tout ça, mais on a au Québec, en tout respect, défini un nombre de gens, année après année, qui a été entre 10 000 et 13 000 de mémoire dans les 10-12 dernières années. Donc, je pense que chaque gouvernement fait ses choix. La société civile, les discussions, l'ambition qu'on a pour le Québec, ces gens sont immensément importants, mais on est conscient, je suis extrêmement sensible face au fait que pour certains, c'est extrêmement long. J'en suis extrêmement conscient, mais on a à travailler nécessairement avec l'engagement qu'on a pris comme gouvernement et l'engagement que j'ai comme ministre de respecter le travail qui a été fait par mon prédécesseur et l'engagement de la première ministre, voilà, de respecter ces cibles de la planification pluriannuelle 2026-2029. Sauf que je vous invite à mettre dans l'équation le fait aussi que la première ministre actuelle souhaite traiter l'immigration avec humanité et avoir des familles qui sont divisées pendant 4 ans. Et là, vous ne pouvez pas vous engager pour savoir si vous allez réouvrir en juin ou pas. Si vous réouvrez puis que vous arrêtez la cible à 10 400, votre arrérage va continuer d'augmenter. Donc, l'an prochain, ce ne sera plus 4 ans, ça va être 5 ans, 6 ans. Au fond, ces gens-là, là, quand on les rencontre, les conjoints qui sont ici, là, ils ont un toit, ils ont une maison, là, ça ne va pas avoir un impact sur la crise du logement, là, je vous le dis. Là. Ils ont déjà des lieux où ils résident, mais ils sont obligés d'attendre, à un point où il y a des gens ici qui ont des bons emplois. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui travaillent au gouvernement du Québec. Mais il y en a qui pensent aller juste ailleurs parce que c'est juste pas possible d'être réunis, puis de réunir une famille présentement au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez considérer dans votre analyse? Bien, comme je vous l'ai mentionné, là,
on va regarder dans les prochaines semaines, Monsieur le député, rapidement, donc pour une réouverture, si je peux le dire ainsi, donc pour répondre aux futurs engagements qu'on aura comme gouvernement pour le regroupement familial. Je suis extrêmement sensible, comme je l'ai mentionné, sur la situation de l'aréage qui existe présentement au fédéral. On en est conscient que ça peut prendre du temps pour ces gens, mais j'ai à travailler avec les cibles qui ont été définies par plusieurs personnes à gauche et à droite qui ont défini la capacité pour le Québec de répondre à un enjeu d'accueil. Donc, je sais que c'est pas simple, c'est peut-être facile de le dire ainsi, mais c'est l'engagement qu'on a pris pour ces gens. Et alors, oui, ils vont être traités, mais à quelque part, on est conscient que c'est certain qu'on ne contrôle pas tous les entrées au fédéral. Je ne veux pas tout lancer la balle à Ottawa, mais il reste que, comme le député le mentionnait tantôt, du Parti québécois, on a vécu ce qu'on a vécu là, pendant les années de post-pandémie. Là, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Aujourd'hui, il y a une tendance nécessairement plus, ce que je peux dire, acceptable. Là. Donc, c'est ça avec quoi on travaille là-dessus. Puis, nécessairement, pour les délais, j'en suis conscient. Quand on parle l'année passée, je pense que vous aviez posé la question à mon collègue, c'était 37 mois ou à peu près. Là. Bon, il y a une légère amélioration. Là. On est à 31, 32 mois présentement. C'est pas énorme, mais quand même, il y a une amélioration qui est faite de ce côté là, pour les délais d'attente pour le regroupement familial. Sauf que vous comprenez que pour ces gens-là qui attendent, ça pose des impacts, ça va retarder de fonder une famille. Dépendant de leur âge, ça a un impact sur leur projet de vie. S'ils veulent avoir, et ça c'était écrit, certains avocats en ont parlé, avoir une vie sociale, obtenir parfois des prêts, etc., tout est compliqué. Et vous compliquez leur vie d'une façon vraiment significative. En plus, on sait que présentement, et vous avez sûrement des chiffres là-dessus également, présentement, la population du Québec est négative. On a un décroissement de la population pour la première fois depuis des années. Ça diminue aussi notre poids à l'intérieur du Canada. Quel est votre plan pour s'assurer que le poids démographique du Québec va arrêter de diminuer? Je peux vous soumettre que le regroupement familial, c'est une façon d'y arriver. Bien, c'est une bonne question, monsieur le député. Personne ne va nier le contexte ou le fait qu'on est une société plus vieillissante que certains autres États ou pays dans le monde. On est une belle terre d'accueil pour les immigrants. Puis on s'est donné comme défi de définir donc nos besoins pour ce qui est des nouveaux arrivants d'ici 2029. J'y reviendrai tantôt en vous expliquant un petit peu, pour la première fois, les cibles qu'on s'est données pour les travailleurs étrangers temporaires et les permis et Merci les beaucoup. étudiants étrangers. C'est ce qui termine ce deuxième bloc pour l'opposition officielle. On poursuit avec le deuxième groupe d'opposition et le député de Laurier-Dorion pour 17 minutes 3 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je salue également vos collègues. Et on va, comme vous pouvez vous y attendre, on va continuer avec les PEC. C'est les sujets du jour. Donc, on connaît la petite histoire, mais abolition du fermeture et ensuite abolition du programme PEC. Mais il y a eu une mobilisation rarement vue au Québec, réunissant des milieux complètement opposés. Imaginez-vous les syndicats et les patronats ensemble, les universités, les milieux municipaux, les régions, etc., pour demander à votre gouvernement de revenir sur cette situation, sur cette fermeture-là. Et les slogans qui étaient très, très portés par l'ensemble des personnes concernées, en particulier, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait une trahison de la parole donnée par les Québec, parce que c'est beaucoup, la plupart, en fait, de ces personnes-là, avec leurs familles, étaient arrivés s'installer ici avec la promesse qu'ils pourraient, s'ils remplissaient les critères, bien évidemment, qu'ils pourraient obtenir les convoités certificats de sélection du Québec et en bout de ligne, la résidence permanente, etc.
Donc, voilà, suite à cette pression-là, votre gouvernement annonce qu'ils allaient réouvrir les PEC, là, mais de façon restreinte. Donc, on sait que vous allez accepter dans le cadre du programme de la réouverture du programme PEC seulement 29 000 personnes. Et vous estimez qu'il y en a 125 000 personnes qui pourraient être concernées. On va y revenir, là, mais l'écart est considérable. De 29 000 à 125 000, c'est presque un petit peu moins que 100 000 personnes. Donc, êtes-vous d'accord, monsieur le ministre, que vous êtes en train d'accomplir une quart de la promesse que vous avez faite? Bon, on va essayer de corriger un peu ce que vous avez dit, là. J'ai répondu à ces questions à vos collègues, puis je vais y revenir juste pour qu'il y ait une meilleure compréhension pour ceux qui nous écoutent et pour vous-même. Il faut comprendre d'où on part. Vous l'avez dit, cible pluriannuelle 45 000, 29 000 immigrants économiques, 10 500 regroupements familiales, 5 700 dépoussières autres réfugiés. J'ai à travailler avec le 29 000. Il y aura une combinaison quand le PEC va rouvrir dans les prochaines semaines. Il y aura une combinaison où on aura 2 programmes, comme le PRTQ de l'époque et le PEC. On aura à travailler avec les 2 programmes et nécessairement, on aura à travailler avec 29 000 qui est la cible qu'on s'est donnée d'ici 2029. Alors, de définir précisément qu'il y en aura-tu 28 500, 29 000, il y en a combien qui vont y répondre? Si vous me demandez le chiffre, je ne peux pas vous donner le chiffre. Donc, on expose des possibilités. Moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent présentement, c'est qu'on va répondre à ceux qui répondaient aux conditions du PEC, que ce soit pour le PEC diplôme, le PEC travailleur. Je les ai appelés, ces gens, les oubliés. Donc, donnez-moi encore un peu de temps. Je l'ai mentionné que l'annonce sera faite avant le 12 juin, avant la fermeture, avant la fermeture de la législation, donc pour annoncer à tout le monde, aux gens qui attendent la réouverture du PEC, quelles seront donc les conditions premières pour donc déclarer leur intérêt. Alors, c'est extrêmement... c'est ambitieux, on va le faire, mais c'est impossible présentement, M. le député, là, pour votre gouverne, de dire précisément que ça va être 14 500, 14 500. On a travaillé avec le 29 000, puis on aura à définir selon le flux. Tout à fait, mais si on prend votre chiffre de 125 000 personnes, c'est le chiffre utilisé par le gouvernement, on pourrait se poser des questions, mais bon, c'est le chiffre donné par le gouvernement, mais il faut rentrer tout ce monde-là dans un quota de 29 000. Là, il y a énormément de gens qui vont être déçus. Donc, vous remplissez votre promesse qui est très, très partiellement. C'est ça l'objet. Monsieur le député, vous partez avec la prémisse que c'est 125. Moi, je vous dis que c'est un chiffre qui est comme ça, là. Donc, c'est impossible pour moi de vous donner une fourchette. Donc, la fourchette, moi, je vous dis que si vous regardez, exemple, le nombre de PEC dans les années 2023-2024, vous pourriez définir que le PEC, PEC diplôme, PEC travailleur pouvait répondre à peu près à 17-18 000 personnes par année. Mm-hmm. Donc, si c'est le même chiffre, on pourrait avoir à travailler avec ce nombre lors de la réouverture pour la première année, pour la deuxième année. Donc, moi, je vais travailler avec le nombre de déclarations qu'on aura lors de la réouverture. Puis, on va travailler, comme je vous l'ai mentionné, avec les 2 programmes qui vont être en combinaison pour les 2. Est-ce que je dois comprendre, Monsieur le ministre, que c'est votre nombre de 29 000 personnes, ça pourrait fluctuer? Faut juste, je me suis peut-être mal exprimé. Là, 29 000, c'est pas par année, c'est par année. Là. 29 000, c'est par année. C'est par année? C'est par année. Donc moi, le chiffre d'immigration économique avec lequel je vais travailler, c'est 29 000 par année. Par année. Mais dans ces cadres-là, 50%, la moitié, c'est ce qu'on comprend, là. Est-ce que c'est le cas, là? Je vous pose la question. La moitié de ces 29 000 sont alloués aux gens PEC travailleurs étudiants. C'est le cas? Je vais annoncer tout ça dans les prochaines Donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas si ça va être un tiers de 29 000, la moitié. On est dans le flou, là. On n'est pas dans le flou, mais on va annoncer ça très rapidement.
Très bien, monsieur. Écoutez, d'autre part, pourquoi vous avez, on sait, et vous l'avez expliqué tantôt, que les PSTQ, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une productivité plutôt faible à l'heure où on se parle. Et peut-être, en tout cas, on souhaite, il va y avoir un traitement plus rapide des dossiers. Il le faut parce qu'on travaille avec des grands chiffres. Et on est dans quelques centaines ustensiles, alors qu'il faudrait produire par mois des milliers, voire des milliers de permis. Pourquoi ne pas avoir donné la priorité pendant 2 ans aux gens du PEC et avoir attendu d'ouvrir les PSTQ plus tard? Il y a plusieurs... Alors que vous avez dit que c'est deux publics sensiblement similaires. Bien, 80 on fait un chiffron, là. Bon. Des applicants au PEC ont un profil PSTQ. Donc, pour ces gens, ça va répondre encore aux différents volets qu'on a mis en place, que mon prédécesseur a mis en place. Puis dans ces conditions, bien, vous comprenez d'où on part. On avait 3 projets pilotes, on avait le PRTQ, on avait le PEC. Et nécessairement, on avait une belle vitesse de croisière. Donc, cette vitesse de croisière avec le PSTQ, on va l'atteindre aussi. On souhaite l'atteindre donc, dans les prochaines semaines. Heureusement aussi, on ramène le PEC. Donc, on aura une combinaison, comme j'ai mentionné tantôt, des 2 programmes, comme le PRTQ à l'époque et le PEC le faisaient ensemble. Donc, on va arrimer ces 2 programmes pendant une période de 2 ans lors de la réouverture pour être capable de répondre à ceux qui ont été oubliés. Mais je reviens avec ma question, Monsieur le ministre, puisque c'est un public sensiblement similaire, pourquoi ne pas avoir donné toute la place aux gens issus du PEC et avoir attendu les PSTQ alors qu'il s'agissait de répondre à une demande pressante de la part de ces gens-là qui quotidiennement perdent leur permis de travail de façon dans un très grand nombre? Bien, rapidement, il y avait pas une pression, mais nécessairement, il y avait un défi. Je pense que je l'ai mentionné au début à la première question du député de l'Acadie. Il y avait un défi pour moi, puis pour le gouvernement, de mieux régionaliser. Donc, ces immigrants, ces nouveaux arrivants au Québec. Grosso modo, on fait un chiffron, là, il y avait à peu près 1 personne sur 4 du PEC qui se régionalisait. Est-ce que c'était assez? À ce moment, on acceptait ça. Le défi du PSTQ de mon prédécesseur, c'était nécessairement d'amener puis d'augmenter cette régionalisation qui est présentement, en moyenne, 60 %. Et globalement, au Québec, on est passé d'une vingtaine de pourcents, comme j'ai mentionné tantôt, à 40 % globalement en 2025. Donc, pour nous, c'est un beau défi, c'est un beau succès qu'on veut continuer. Alors c'est ça c'est la combinaison des 2. Comme je vous disais tantôt, le 29 000 va être à travailler autant avec le PSTQ que le PEC. Et la décision a été prise l'année passée de mettre fin au PEC parce que le PSTQ allait mieux régionaliser dans une certaine mesure le défi de l'immigration. Et nécessairement, bien, c'est ce à quoi on va travailler maintenant pour la réouverture avec la combinaison des 2 programmes. Monsieur le ministre, il y a eu un article dans Le Devoir aujourd'hui qui nous dit grosso modo 1500 permis de travail ouverts expirent chaque mois au Québec. Donc, c'est des gens qui vont devoir normalement partir. 1660 en juin, 1515 en juillet, 1815 en août, 1380 en septembre. Donc, en ce moment, le Québec est en train de connaître une hémorragie de main-d'œuvre qui est déjà installée, qui travaille, qui contribue, qui paye des impôts. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter cette hémorragie-là et comment qu'on peut, et c'est des gens, je suppose que c'est des gens pour la plupart qui sont des postulats au PEC, la situation urge, monsieur les ministres. Comment vous allez traiter cette problématique-là? Première chose, pour le PSTQ, ceux qui avaient un permis, ceux qui ont un permis fermé, premièrement, on va prioriser ceux qui ont un permis. On va prioriser ceux qui ont un permis qui venait à échéance. Deuxièmement, on a demandé au fédéral de renouveler les permis fermés, ce qu'ils ont accepté. Ce qu'on souhaite aussi du côté de la politique de resserrement qui a été mis en place par le fédéral, qui a été appliqué dans des régions RMR de Montréal, Ottawa, Gatineau, Drummondville, et quand vous avez un taux de chômage au-dessus de 6 %. Donc, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de renouvellement de permis qui se font à part dans certaines catégories d'emploi, exemple santé, construction. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'on soit capable d'avoir premièrement, un droit acquis
pour le nombre de travailleurs, pourcentage du nombre de travailleurs, et nécessairement de renouveler aussi les permis applicables qui venaient à échéance pour ces gens. Vous avez demandé. Quelle est la réponse? On étudie. On étudie. Pour moi, oui. On étudie avec le fédéral présentement la demande que nous avons faite. Donc, il n'y a pas de réponse encore? Pas de réponse encore. Malheureusement, la chose qu'on a demandé, qui est importante de comprendre, c'est que la politique du fédéral est applicable aux zones RMR. Donc, quand on parle de Montréal, RMR, vous le savez que c'est beaucoup plus large que Montréal et Laval. Nous, on leur a dit, votre politique de resserrement, appliquez-la seulement à Montréal et Laval et permettez donc aux entreprises à l'extérieur donc de ces deux centres, de ces deux grands centres, d'avoir donc droit acquis, le fameux 10 de travailleurs étrangers temporaires ou 20 selon la situation en santé, exemple. Donc, d'avoir le même nombre de travailleurs étrangers temporaires dans ces territoires et ces régions, pardon, et nécessairement de renouveler les permis qui pourraient arriver à échéance. Donc, si je comprends bien votre explication, Monsieur le ministre, vous demandez des assouplissements, des extensions des permis de séjour pour les gens hors Montréal et Laval, et les gens de Montréal et Laval, leur permis, une fois expiré, ils vont devoir quitter. Donc, vous avez décidé que les postulants PEC du Montréal et Laval, c'est fini l'histoire. Il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on oublie Montréal et Laval dans cette situation-là. Le fédéral applique dans les RMR où il y a un taux de chômage au-dessus de 6 des politiques de resserrement. Malheureusement, présentement, il y a 3 régions, Drummondville, Outaouais, Montréal, qui ont des taux de chômage au-dessus de 6 %. Donc, cette politique de resserrement est applicable à ces zones RMR. Nous, on leur a dit, vous pouvez assujettir votre politique, même pour nous, Montréal, Laval, et laisser les régions à l'extérieur. Exemple, prenez mon environnement. RMR, Montréal, ça va jusqu'à Saint-Jean. On est presque à la 2e banlieue, là. Donc là, on leur a dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'appliquer. Exemple, j'ai une entreprise de Drummondville qui me dit, François, je perds 3 soudeurs, 3 employés mécaniciens immensément qualifiés, leur permis vient à échéance, mais ils sont à Drummond dans une zone où le taux de chômage est au-dessus de 6. Donc, si il appliquait juste pour ce que nous, on souhaite Montréal-Laval, cet employeur, présentement, ne perdrait pas ces mécaniciens ou ces travailleurs qui, pour lui, sont immensément importants dans son modèle d'affaires. Je veux changer de thématique, Monsieur le ministre, la question de la francisation. Et on assiste à des coupes importantes, à une diminution importante du réseau. Et votre prédécesseur avait affirmé qu'il y avait une baisse de 33 000 à 6 000 en un an au Québec. Mais il y a comme une dissonance entre les données du terrain versus ce que le ministère de l'Immigration nous dit. D'une part, on nous dit qu'il y a une baisse d'immigration, donc il y a moins d'offres en francisation. D'autre part, on nous dit que vous pénalisez la formation en milieu scolaire. Qu'en est-il, Monsieur le ministre? Oui, ça, c'est une bonne question. On va régler certaines choses. Je vais essayer de faire ça juste 2 minutes là, pour respecter le temps du député. Là. Quand on a décidé en 2023 de mettre sous le même chapeau Francisation Québec, c'était pour répondre nécessairement aux différents partenaires que nous avions à gauche et à droite pour mieux franciser les nouveaux arrivants. Depuis la création de Francisation Québec en 2023, ça a été un vif succès avec les différents partenaires. On a formé en 2023 de mémoire 93 000 personnes. Il y a nécessairement une légère baisse pour les années qui viennent de suivre parce que nécessairement l'immigration est légèrement à la baisse. Donc quand on entend ou quand j'entends qu'il y a une baisse donc, du financement. Le financement cette année pour la francisation est à la hauteur de 256, je fais un chiffron, 258 millions de dollars. Il y a près de 133 partenaires sur le territoire québécois. Il y a près de 900 personnes qui sont formées pour franciser donc les différentes classes, franciser donc les nouveaux arrivants. Alors je vous dirais que depuis la création de depuis la création de Francisation Québec, on peut juste applaudir le travail qui a été fait autant du côté volet entreprise que le volet
le volet immigration et nouvel arrivant. Est-ce que ça coûte plus cher de franciser dans le milieu scolaire à cause des brevets des professeurs que dans les milieux non scolaires? Non, le coût que ce soit francisé par le MIFI ou par le ministère de l'Éducation, à la base, par personne de mémoire, là, c'est le coût est le même. Très bien. Et le niveau de professionnalisme des gens du MIFI versus le MEC, les compétences sont similaires. Très bien. Encore ici, on manie de gros chiffres et votre prédécesseur s'est vanté d'avoir offert des services d'apprentissage en français à près de 77 000 personnes depuis le 1er avril 2025. Les témoins que l'an dernier, 90 000. Mais est-ce que c'est des gens qui ont complété le parcours, qui se sont inscrits? Merci beaucoup. C'est ce qui termine ce bloc-ci. Vous en aurez un autre dans quelques minutes. On poursuit avec le député d'Abitibi-Est pour 4 minutes 35 secondes. Monsieur le ministre, juste vous faire peut-être une petite analogie. Le 100 ans passés, Val-d'Or a été développé avec 62 nationalités différentes, avec le développement minier à l'époque. Pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, l'immigration n'est pas un enjeu parmi tant d'autres. C'est une condition de survie économique, démographique et sociale aujourd'hui. C'est à peu près le seul niveau qui nous permet de maintenir une capacité d'individus présentement dans nos milieux. Les mesures récentes, bien qu'ayant des objectifs légitimes à l'échelle nationale, ont des effets disproportionnés et déstabilisateurs en région. Le message que je viens porter aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a à peu près 4 minutes et demie, c'est qu'il y a le ministre puis il y a les équipes derrière le ministre. Ce qui m'amène en lien avec la question, les régions sont-elles que soumises à une adaptation nationale? C'est ça la question au bout de la ligne. Est-ce qu'on écoute le terrain tellement au niveau de nos milieux pour bien définir nos besoins? On parle tantôt, là, vous avez parlé du PTSQ, là. Écoute, c'est 2 soudeurs qui ont été acceptés dans ce dossier-là présentement chez nous en date du 21 mai 2026. 2 soudeurs, c'est rien, là. On a 83 % de nos entreprises qui sont affectées. On a 55 % de postes vacants. On a 52 % des entreprises qui ont dû refuser des contrats. Puis on a 3,2 % de taux de chômage. Je pense que c'est important que l'équipe derrière vous aujourd'hui comprenne l'enjeu dans les régions de ce qui se passe avec l'immigration et pas simplement arriver avec des politiques qui sont peut-être intéressantes, mais qui doivent comprendre c'est quoi qui se passe sur le terrain. Bien, je vais répondre rapidement pour laisser le temps aux députés de poser une autre question s'ils le souhaitent. Je suis très conscient, puis je mesurais, puis j'étais pas mal certain qu'elle allait poser cette question, puis j'étais allé sortir les chiffres de régionalisation en Abitibi-Témiscamingue, c'est 0,4 % dans les 7-8 dernières années. On peut faire mieux. On peut faire mieux, c'est certain. Ça ressemble pas mal aux chiffres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord ou ailleurs. C'est pour ça que quand on a décidé de mettre fin au PEC, au PRTQ, puis de mieux régionaliser le PSTQ, parce que présentement, le PSTQ répond à une forme de régionalisation à la hauteur de 60 %. C'était 25 % lors du PEC. Donc, je comprends très, très bien le défi de la régionalisation. On peut faire mieux. On a des belles ententes avec le PAC, le programme d'appui aux collectivités en Abitibi-Témiscamingue. On a 19 ententes. Vous êtes dans le top 6 au moins pour ce qui est du support avec le PAC. Mais pour le reste, j'en suis conscient que le PSTQ va répondre à vos ambitions, j'en suis certain. Et vous le savez, M. le ministre, vous avez un comité présentement qui est en place pour couvrir l'ensemble de la région. Prenez le temps de les écouter et voir avec eux à trouver des solutions. Les 3 éléments majeurs, coordination, écoute du terrain, puis des mesures stables, parce que, vous le savez, on joue avec la vie des gens, là. Il y a des gens qui ont des petites familles, qui ont fait des petites familles, et du jour au lendemain, aujourd'hui, là, qui ne savent plus trop ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Moi, on doit avoir dans nos bureaux de comté, là, à toutes les semaines, 1 à 2 cas minimum qui nous appellent en crise actuellement. C'est ce qu'on vit présentement. Je reste convaincu que si on se reparle dans 3 ans, dans 4 ans, la discussion qu'on a cet après-midi, ce soir, que le pourcentage va avoir augmenté, je reste convaincu qu'avec le PSTQ comme ça, on va être capable d'augmenter la régionalisation et d'amener des gens chez vous
qui vont participer à la vitalité économique, parce que je comprends jusqu'à quel point votre territoire est immensément important, les ressources sont importantes, puis c'est pour ça qu'on a fait ça. On se croise les doigts parce que, comme vous le savez, il y a des enjeux de démographie majeurs aujourd'hui dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. On n'est pas la seule, mais je pense que ça mérite d'être entendu à haut niveau pour s'assurer de garder une vitalité économique, naturellement, dans toute cette dynamique là, de l'immigration. 12 secondes. Ben, c'est ça. Monsieur le député, je vous assure d'une chose, c'est que je mesure très, très bien. Quand j'ai regardé les chiffres tantôt, je sais qu'on peut faire mieux. C'est pour ça qu'on va faire mieux. C'est pour ça qu'on a pris la décision avant les fêtes. Merci Donc, beaucoup. Alors, on poursuit on revient à tout le moins avec l'opposition officielle pour un troisième bloc, 17 minutes, 3 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, dans un article qui remonte à quelques mois dans Le Devoir, la journaliste Sarah Champagne indiquait qu'il y avait plus de 142 000 personnes en attente de leur résidence permanente au Québec. Je comprends que c'est des gens qui avaient un CSQ, mais qu'ils attendent, ils n'ont pas encore leur citoyenneté. Vous en avez combien qui ont des CSQ en attente présentement? si vous me donnez un peu de temps. Dans toutes les catégories ou... Oui, dans toutes les catégories. Les CSQ en attente, je pense que j'ai pris note de tout ça. Bien, premièrement, le regroupement familial, je vous le disais tantôt, là, qu'il y avait 42 000. Oui. Toutes les catégories. Travailleurs qualifiés, on va répondre aux cibles. On est à 30 000 plus ou moins. Les réfugiés, du côté des réfugiés, on est à demandeurs d'asile, on est à 61 900. Et du côté des gens d'affaires, on est à 3 900. Au niveau des... Donc oui. au total... Ah, c'est ça, oui. C'est beau. Donc, au total? Je n'ai pas le chiffre au total, là, j'avais juste mis les notes. Donc, puis autres réfugiés, 15 840. Dans les réfugiés reconnus sur place, quand on regarde le scénario qui a été approuvé suite à la planification pluriannuelle, on parlait de environ 5 300 personnes. Est-ce que vous savez, c'est quoi le délai pour qu'ils obtiennent éventuellement leur résidence et leur citoyenneté? Bien là, vous parlez des autres réfugiés, là, dans la Je catégorie parle des autres réfugiés qui ont été reconnus sur place. Donc, eux autres, ce n'est pas des demandeurs d'asile. Non, c'est extrêmement long, monsieur le député. Là, on parle d'une moyenne plus ou moins 114 mois. Donc, de 9 à 18 ans, ça se peut-tu? Donc, ces gens-là vont attendre ici. Là, ils sont réfugiés, ce pas des demandeurs d'asile. Ils ont été reconnus. Là. Donc, ils vont attendre 9 à 18 ans avant de pouvoir obtenir éventuellement leur résidence permanente et leur citoyenneté. C'est les cibles, monsieur le député, qu'on s'est données. C'est ça. Puis là, veut pas, comme je l'ai mentionné tantôt, le nombre de demandeurs d'asile, les réfugiés, pas le pourcentage, mais le volume de gens qu'on souhaite accepter, régulariser, je vais le dire ainsi, malgré le fait, comme je vous ai mentionné, qu'il y a un aréage qui est important. Ces gens vont être régularisés, mais dans un laps de temps qui, j'en conviens, pour vous, et de 114 mois. Puis si on regarde la catégorie humanitaire, ma compréhension de votre cible, si ça retourne autour de 200, il y a 14 000 dossiers en attente. Savez-vous combien ça va prendre de temps avant qu'ils obtiennent un statut? Même chose. Aussi long. 28 à 70 ans, M. le ministre. Ah non, mais là, on parle de plus de 10 ans. Là. On parle de plus de 10 ans. Donc, d'après votre source, ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, là, dans la catégorie humanitaire, dossier en attente, vous en avez 14 000. La cible, c'est 200. La cible maximale, 500. Donc, ça va prendre de 28 à 70 ans avant que leur situation soit régularisée. Il y a des gens qui vont carrément, ou bien ils vont aller ailleurs, ou malheureusement, ils vont mourir. Vous allez les laisser comme ça? Non, mais écoutez, je veux pas renier le fait, là. Les chiffres sont là. Ils sont là. Ces gens
en grande majorité, sinon en totalité, travaillent sur le territoire québécois, participent à la vitalité économique. Bon, ils n'ont pas leur statut régularisé, j'en suis conscient, mais on travaille avec les cibles qu'on s'est données. Comme je l'ai mentionné, je l'ai répété maintes et maintes fois. Je ne veux pas vous renvoyer le miroir, M. le député, mais c'est ce à quoi on travaille depuis la planification qui a été faite par tous les collègues, les discussions qui ont eu lieu ici avec la société civile, les partenaires. Et là-dessus, je pourrais ressortir les chiffres des 10, 15 dernières années. Puis je suis pas mal certain qu'on est dans les mêmes eaux à quelques dizaines ou à quelques centaines près. Sauf que, est-ce que vous avez une idée du parcours du combattant que ces gens-là doivent vivre? Parce qu'évidemment, vous l'avez dit, M. le ministre, il y en a qui contribuent, ils travaillent. Donc, ils ne sont pas citoyens canadiens, donc il faut qu'ils demandent un permis de travail, il faut qu'ils le renouvellent subséquemment encore et encore et encore. Donc, votre réponse, c'est de dire le gouvernement a fixé des cibles, puis c'est ça, puis voilà. C'est trop facile de le dire ainsi, puis je respecte votre position, là. J'ai été assez longtemps dans l'opposition, je comprends. Mais on travaille, oui. Comme gouvernement, vous avez été au gouvernement, le Parti libéral, pendant un certain nombre d'années. On a ce défi de capacité d'accueil. Ces gens sont sur le territoire, j'en conviens, ils travaillent, leur permis est renouvelé, ils participent à la vie économique. Je suis immensément sensible et conscient que ça peut être long pour régulariser leur statut, mais c'est le travail, les cibles qu'on s'est données avec la planification pluriannuelle qui a été préparée par mon prédécesseur d'ici 2029. Donc, c'est ça avec quoi on va travailler. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que 70 ans, c'est quand même long? Monsieur le député, je sais que comme je vous ai mentionné, je ne veux pas être insensible. Je mesure très, très bien les gens qui nous écoutent, qui comprennent, qui ont bien entendu votre question. Le statut des demandeurs d'asile, autres réfugiés. Le Québec a fait beaucoup depuis la pandémie. Beaucoup. Je pense qu'il allait de soi. Il allait de soi. Le député du Parti québécois le mentionnait tantôt quand il parlait de capacité d'accueil. Il allait de soi qu'on demande au fédéral de statuer sur le fait que notre capacité à recevoir ces gens, on est là, les bras ouverts, aucun souci, là, aucun souci. Mais le Québec, le défi qu'on a demandé au fédéral, c'est de mieux répartir. C'est pas plus compliqué que ça. Notre poids est à 22 et quelques % au Canada. Quand tu es rendu à 40, 45, bien, il y a des limites. Donc c'est ce travail ce à quoi je m'engage à faire respecter en termes de cible, sans être insensible face à la situation des gens qui nous écoutent et qui se disent on aimerait ça que ça aille plus vite, mais c'est les cibles avec lesquelles on va travailler. À ce sujet-là, je ne suis pas en désaccord avec vous, M. le ministre. D'ailleurs, je l'ai dit publiquement, le Québec a reçu plus que sa part, plus que son pourcentage de la population canadienne en termes de demandeurs d'asile. On est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que, compte tenu de cet état de fait-là, est-ce que le gouvernement fédéral l'a reconnu et a envoyé de l'argent au Québec pour s'occuper de ces dossiers-là? Oui. Bien, on a pour les demandeurs d'asile, on a régularisé donc jusqu'en 2023, c'est réglé. On a reçu une première somme pour 2024 qui est à la hauteur de 43 millions et des poussières. Il reste donc un résiduel de 690 millions pour 2024. Et quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour être capable d'aller chercher cette somme-là? Bien, ça, c'est face à face avec les ministres concernés du fédéral pour s'assurer qu'il n'y a jamais eu de problème. On a toujours été payés. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un problème avec... Donc, je peux vous dire sans gêne que j'ai discuté avec Joël Lightbound, qui est le ministre responsable, lieutenant du Québec, on va le dire ainsi, puis Mme Diable, la même chose. Donc, je leur ai adressé. Je leur ai envoyé donc nos doléances pour ces sommes, ce résiduel qui reste à payer. Et donc, vous n'avez pas d'inquiétude à ce qu'éventuellement cette somme-là soit versée? Moi, je n'ai pas d'inquiétude. D'accord. Donc, à ce moment-là... Non, parce qu'il n'y en a jamais eu. D'accord. Donc, vous allez avoir à ce moment-là des ressources financières pour être capable
de s'occuper de ces gens-là qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent. Vous l'avez reconnu vous-même. Ils payent des impôts, payent des taxes. Bien là, je ne comprends pas votre corrélation là, entre les sommes qu'on reçoit pour accompagner ces gens, les intégrer, les franciser, versus régulariser leur statut. Ce n'est pas la même chose. On reçoit les sommes pour prendre soin d'eux, nécessairement, pour prendre soin d'eux, mais c'est un autre point de régulariser versus prendre soin d'eux pendant un certain temps. Oui, mais la plupart de ces gens-là travaillent présentement, donc ils contribuent à la société québécoise. Ils ne sont pas sur le bien-être social. Oui, mais comme je vous le disais tantôt, là, comme je l'ai dit tantôt au député du Parti québécois, il y a un coût qui est relié, donc à l'accueil de ces gens, que ce soit l'éducation, l'emploi, peu importe, la santé, XY. Donc, il y a des composantes avec lesquelles le fédéral travaille avec nous. Puis dans ces conditions, bien, on définit un montant avec le nombre de personnes qui sont reçues. Aussi, peut-être certains qui décident de quitter Québec pour aller ailleurs, pour des raisons XY. Donc, le solde, on travaille avec le solde de fin d'année, puis on se dit, bien, il y a X nombre de personnes, puis voilà. Mais effectivement. Et donc, et vous avez raison, il y a un coût pour accueillir ces gens-là, les intégrer, les franciser, mais ma compréhension de ce que vous venez de dire, c'est que c'est le fédéral qui va payer pour ça. Bien, c'est une compensation qui vient du fédéral nécessairement, dû au fait que comme je l'ai mentionné tantôt à un de vos collègues ou même à vous-même, on demande au fédéral une meilleure répartition parce que, bon, notre capacité d'accueil, on va le dire poliment, a été immensément dépassée pendant un certain nombre de temps. Est-ce que dans votre ministère, vous continuez à travailler sur les paramètres pour définir quelle est la capacité d'accueil? Ça, c'est un bon point. On finance, si vous permettez, là, on finance un fonds de recherche qui va... Oui, c'est justement ça. Un fonds de recherche qui va nécessairement nous permettre de définir... fonds de recherche, donc, un programme en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec. Donc, autant pour la partie logement que pour l'éducation, que pour la santé. On va l'emploi, l'aide financière de dernier recours aux services de garde. Donc, c'est des paramètres avec lesquels on a défini des points et les appels de projets ont été annoncés le 25 février. Donc, il y a 13 projets qui vont être financés. On va être capable de mieux mesurer l'impact sur notre capacité au Québec là, à bien accueillir ces gens-là. Et donc, si j'ai bien compris, c'est le Fonds de recherche du Québec qui est C'est le Fonds de recherche du Québec, oui. Secteur Société et Culture, FRQ. D'accord. Et donc là, vous avez fait un appel à projet, puis il y a des gens qui ont répondu à cet appel. Oui, il y a 13 projets qui vont être financés. Parfait. C'est bien parce que quand on a posé la question à votre prédécesseur, il avait fait des appels à projet, puis personne ne s'est pointé. Alors donc, je vois que de votre côté, ça va mieux. En tout cas, ça avance. Est-ce que le Fonds de recherche, est-ce qu'il travaille avec les municipalités, les MRC, pour être capable, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur l'impact sur les régions? Écoutez, je ne veux pas vous induire en erreur. Là. Peut-être que la réponse va arriver dans une minute ou deux, mais j'ose croire qu'un fonds de recherche va aller chercher de l'information, de l'intrant à gauche et à droite, donc, puis de mesurer autant l'impact que ça peut avoir sur des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue ou le Lac-Saint-Jean ou la métropole au Québec. Donc, quand on parle de capacité d'accueil, bien, que ce soit l'indicateur de logement ou l'indicateur d'éducation ou santé, bien, il peut y avoir peut-être des différences entre différentes régions du Québec, puis la métropole ou Québec ou Laval. Mais c'est ça, je reste convaincu que peut-être que les partenaires seront mis à profit. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler du programme, le PSTQ. Oui? Oui. C'est surtout, je vous écoute. C'est surtout des universités qui vont participer donc à ces appels de projet. OK. Lesquels? C'est trop petit, excusez-moi. Là, je vois vraiment rien. OK, c'est Concordia, c'est Laval,
l'Université du Québec à Montréal, l'École nationale d'administration publique, McGill, l'Université de Montréal, le CIUS du centre-ouest de l'île, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université du Québec en Abitibi, qui serait content, le député, le TELUC, qui est l'Institut national de la recherche scientifique, et l'Université de Sherbrooke. Parfait. Je vous remercie. Maintenant, si on parle un peu du PSTQ, est-ce que vous savez combien d'invitations ont été envoyées pour le volet 1 hautement qualifié depuis janvier? Oui, ça, c'est sûr que j'ai la réponse. On va vous la trouver dans quelques... Parce que j'ai la même question. Est-ce que vous la voulez dans les 4 volets? Ou... Oui, j'ai la même question pour le volet 2, l'intermédiaire manuel, le volet 3, profession réglementée, puis le volet 5, les talents d'exception. Au 31 janvier, ça vous va? On devrait avoir ces chiffres au 31 janvier. 2026, ça va, oui. Oui. Et est-ce que vous savez combien ont été reçus dans le cadre du PSTQ pour vos volets? Parce que vous lancez des invitations, les gens répondent. Avez-vous une idée du nombre que vous avez reçu? Oui, qui sont déjà ici. Là. On va vous donner ça. Je n'ai pas les chiffres devant moi, précisément. Si je vous suggère que des invitations, il y en a eu à peu près 10 545. C'est ce que j'avais à peu près en tête, 11 000 là, au total. Là, ouais. Puis, les demandes reçues pour les 4 volets, c'est 2121. Est-ce que c'est possible? C'est sûrement possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une période de 30 jours entre la réception, Donc, précisément, le volet 1, si vous voulez le prendre en note. Oui. Je vous reviens pas mal dans les chiffres que vous avez donnés, là, 3 942. Volet 2, 2 564. Volet 3, 3 933. Puis volet 4, 66, les talents d'exception. Donc, il y en a eu 66. OK. Et votre délai de traitement de ces dossiers-là, ça correspond à quoi? 60 jours. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Vous pourrez répondre au prochain bloc.